Alors, je le soulignais, hier, Montréal est sur une très, très bonne lancée. On a tout d'abord la meilleure reprise économique au Canada et la deuxième meilleure reprise économique en Amérique du Nord. On a retrouvé et même augmenté le nombre d'emplois pré-pandémie et finalement, nous voyons un nombre record d'investissements internationaux et ce, dès la première moitié de l'année. Alors, je pense que la deuxième moitié augure bien. Alors, évidemment, si on en est là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a effectué les bons choix avec nos partenaires, avec les gouvernements, et ce, au cours des 18 derniers mois. À l'aube de l'élection fédérale, j'appelle les partis à s'engager, à soutenir Montréal pour qu'elle poursuive sur cette lancée. Aujourd'hui, je présente donc les demandes de la Ville de Montréal à tous les partis fédéraux afin que leur engagement réponde aux besoins et aux aspirations des Montréalaises et des Montréalais. Sans surprise, la relance de la métropole, le développement économique, l'habitation, les infrastructures et surtout la sécurité publique font partie de nos grandes priorités. Notre administration a choisi de plancher sur une relance qui est verte et inclusive. Une relance qui permet de dynamiser notre économie tout en s'attaquant aux grands problèmes sociétaux que sont les changements climatiques et les inégalités sociales. À court terme, il faut réparer les impacts de la crise sur plusieurs de nos secteurs d'activité. Je pense au transport collectif, la question de l'achalandage au centre-ville, ainsi que les industries culturelles, créatives et touristiques qui peinent toujours. À moyen terme, il est important d'identifier les occasions qui vont renforcer davantage notre relance économique. Par exemple, le développement de l'Est, pour en faire un exemple de transition écologique réussie, doit être au cœur des priorités des partis fédéraux. L'Est de Montréal, on y tient, on y pense, on y investit, on a besoin de tout le monde autour de la table. Alors, notamment en investissant massivement dans les infrastructures afin de dégager son plein potentiel et d'y attirer des entreprises innovantes. Mais comme les besoins sont grands, d'autres secteurs d'activité devront être sur le radar des partis fédéraux. Je pense aussi ici au secteur de l'aérospatial pour ne nommer que celui-là. Maintenant, le Grand Montréal est aux prises avec une crise du logement sans précédent. La surchauffe immobilière exerce des pressions importantes sur les futurs acheteurs et affecte sérieusement les conditions d'accès à la propriété. Nous croyons donc qu'il faut accélérer la création de logements abordables pour la classe moyenne, financer la rénovation du parc de logements sociaux et enfin offrir des ressources adaptées aux personnes vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance. Aussi, la pandémie nous a plus que jamais rappelé l'importance d'avoir accès à des espaces verts, et ce, en milieu urbain. Il est primordial que le gouvernement fédéral soutienne les villes afin d'accroître la résilience de leurs infrastructures stratégiques et naturelles. Le prochain gouvernement du Canada doit également appuyer Montréal dans sa transition écologique et lui permettre de relever les défis liés au changement climatique. La relance passe donc également par des infrastructures résilientes, et je vous en nomme quelques exemples. Je pense notamment au Grand Parc de l'Est, auquel nous aspirons, à laquelle nous rêvons, la population de l'Est de Montréal, mais toute la population montréalaise. Et je pourrais aussi vous nommer le projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure qui doit prévoir un accès au fleuve. Maintenant, toutes les Montréalais et tous les Montréalais doivent pouvoir vivre dans leur quartier en toute sécurité. Je veux donc lancer un message très clair aux partis fédéraux au sujet de la sécurité publique. Montréal, c'est l'une des métropoles les plus sécuritaires en Amérique et dans le monde. Ceci étant dit, nous observons, comme bien d'autres grandes villes, une augmentation des violences armées dans la région de Montréal, un phénomène que la pandémie est venue accentuer. Nous sommes à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de nos quartiers. Le SPVM est sur le terrain et les organismes communautaires font un travail important de prévention. Mais la hausse des incidents violents que nous constatons à l'heure actuelle à Montréal et dans plusieurs autres villes du Québec dépasse les frontières de nos juridictions. Elle nécessite une action qui est structurée, coordonnée, concertée. Tous les paliers de gouvernement doivent s'y mettre et traiter cet enjeu comme il est, c'est-à-dire un enjeu national.
J'étais récemment avec ma collègue, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, pour annoncer une collaboration accentuée entre le SPVM et la SQ dans notre lutte contre les crimes violents. C'est un premier pas qui est important, qui est excellent. Maintenant, le prochain gouvernement fédéral doit aussi faire sa part. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la circulation des armes n'a pas de frontières et des actions immédiates sont absolument nécessaires. Nos demandes, elles sont claires. Le prochain gouvernement fédéral doit absolument faire du dossier de la sécurité publique une priorité. Il doit interdire la possession privée d'armes de poing et d'assaut. Deuxièmement, mettre en place un programme obligatoire de rachat d'armes à feu. Troisièmement, mettre en place un meilleur contrôle des armes à feu à la frontière. Et finalement, financer à la hauteur de 5 millions par année les organismes communautaires qui travaillent en prévention de la criminalité. Ce que je demande, c'est ce que toutes les formations politiques nous présentent leur plan de match pour contrôler et réduire la présence d'armes à feu dans nos communautés. C'est ça l'attente des gens de Montréal dans cette campagne et c'est là-dessus qu'on veut les entendre. On veut des engagements clairs. Des armes en circulation dans nos communautés, c'est assez. On a besoin du fédéral, des partis qui nous donnent un plan clair de ce qu'ils vont faire pour agir sur cette problématique-là qui nous affecte, peu importe qui on est, peu importe notre âge. On veut des communautés sécuritaires. Alors sur ce, je tiens bien sûr à saluer tous les partis politiques qui sont présentement dans la course et les inviter à nous présenter leurs arguments, leurs projets pour faire en sorte que notre nation continue d'évoluer dans la bonne direction en s'attaquant aux grandes problématiques qui les affectent, changement climatique, le développement économique post-pandémie, l'habitation et des communautés sécuritaires pour tous et toutes. Merci beaucoup. So, do you want me to do the short version in English first, and then we'll switch into questions? Yeah? Okay. Et j'ai oublié de vous montrer le très beau plan, n'est-ce pas, qui est ici. Non, mais pour vrai, vous avez tous les détails à l'intérieur qui vont venir donner le détail de chacune des demandes. Laissez-moi arriver à l'anglais, que je n'ai pas, je pense. Yes, I do. Okay. So thank you for being here with me today. I'm here to share our expectations towards all the parties running in the federal campaign. And we know that the campaign is actually gaining momentum. So it is therefore important for the City of Montreal to unveil its demands to all federal parties. You won't be surprised to see our demands focus a lot on the green and inclusive economic recovery, the housing crisis, green infrastructure, but most importantly, what the parties are willing to do to help ensure public safety for our community. As the recovery is well underway in Montreal, I'm calling to all parties to lay out a clear plan to help spur our metropolis. And like I said earlier, most importantly, I'm calling all federal leaders who aspire to become next Prime Minister to act swiftly on gun control. More must be done to fight gun trafficking at our borders and outlaw automatic weapon and handguns. This is what Montrealers want and deserve. We want to have safe communities. We want to be safe whoever we are, wherever we are in this city. Federal leaders know that our priorities are also those of other Canadian municipalities as we all work together to finally put the pandemic behind us. So I'm definitely looking forward to hearing from all the leaders and working with them, of course, because we want to make sure that Montreal is evolving in the right direction like it is right now, since we are benefiting from an amazing economic growth
and we're really proud of that. But we also need the support of the other level of government when it comes to housing, the environmental transition, public safety, very important, and also how we're moving forward post-pandemic. Thank you. Bonjour, Mme Plante. Bonjour. Henri Ouellette à la presse. Sur la sécurité publique, vous dites que ça prend un meilleur contrôle des armes à feu ou un contrôle des armes à feu à la frontière. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Est-ce que c'est plus d'effectifs, plus de vérifications? Qu'est-ce qu'on demande exactement? Bien, écoutez, tout d'abord, pour ce qui est de la frontière, de là l'importance de demander quels seront leurs plans. C'est ce qu'on veut savoir. Pas mal tout le monde est d'accord que les armes, justement, traversent les frontières aisément. Puis, au final, on réalise bien à la Ville de Montréal, mais en parlant avec mes collègues de d'autres grandes villes canadiennes, c'est que on a beau, nous, mettre en place la ELTA, hein, l'escouade de lutte contre le trafic d'armes, qui est hyper efficace, qui fait un travail remarquable. Les policiers, pas plus tard que la semaine passée, nous montraient le nombre d'armes qu'ils ont réussi à aller chercher. Mais c'est bien beau d'enlever des armes par le SPVM, mais s'ils continuent d'en entrer rapidement, facilement, c'est aussi ça le problème. Et si ça circule à travers le pays, à un moment donné, on se bat contre un moulin. Alors, nous, on fait notre travail ici à la Ville de Montréal. Le SPVM fait un travail remarquable et je m'attends à ce que les partis nous disent exactement comment ils vont s'attaquer à cette problématique-là qui est sérieuse. En matière de logement, on a vu quand même pas mal d'annonces. Ce matin, il y avait encore le premier ministre sortant, Justin Trudeau, qui promettait une charte des droits des acheteurs. NPD a fait quand même quelques annonces aussi, les conservateurs. En matière de logement abordable et social, êtes-vous satisfaite de ce que vous voyez présentement? Je suis satisfaite que l'habitation soit un sujet dont on parle. Parce que, pour être honnête, souvent, c'est un peu le petit dernier dont on parle dans les campagnes électorales. Alors que quand on parle de développement économique, qui est souvent un sujet qui est en haut de la liste, et on comprend pourquoi, mais avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est souvent ce qui va permettre à plein de gens de participer pleinement à la vie en société. Quand on est capable de se loger, c'est de l'argent qu'on investit en plus dans l'économie locale et autres. Donc, très heureuse que ce soit sur la table, qu'on en parle, et bien sûr, on va prendre le temps de décortiquer les différentes annonces. Bonjour, Madame la mairesse, c'est Amalega François, indépendant. J'aimerais savoir, vous n'avez pas demandé aux partis fédéraux vous n'avez pas posé des problèmes liés à la santé des Montréalais. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le passeport vaccinal va être instauré dans la ville de Montréal et vous êtes pleinement en accord avec ça. Mais le passeport vaccinal, c'est d'après vous pour protéger contre la propagation du virus. Mais on sait que le vaccin n'est pas approuvé. En fait, il a été approuvé hier par le CDC et il est toujours en études cliniques à l'heure où on est en train de parler. Et il y a beaucoup d'effets secondaires dans la santé de plusieurs Montréalais et même plusieurs décès. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'exiger à toute personne qui veut se présenter au fédéral un débat public sur la question? Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup d'atermoiements sur les masques et tout. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en acceptant le passeport vaccinal à Montréal, vous ne vous placez pas dans l'histoire du monde comme l'une des personnes qui encourage de la discrimination? Alors, je vous remercie pour votre question, mais comme vous le savez, tout ce qui touche la vaccination et même la question de la COVID, c'est le gouvernement du Québec et la santé publique nationale qui prennent les décisions. Alors, pour moi, il est important de respecter la santé est une compétence provinciale et nous, on est plutôt dans l'application. Alors, je vous invite à poser votre question aux personnes concernées et bien sûr d'interpeller les partis fédéraux. Mais en tant que mairesse de Montréal, vous représentez quand même une bonne partie de la population. Vous ne pouvez pas tout simplement balayer du revers de la main des choses qui affectent le vécu quotidien et même la santé des gens qui sont dans votre population. Vous n'allez pas dire qu'il y a plusieurs médecins, plusieurs infirmiers qui sont discriminés, une partie de la population, et vous allez encourager le SPVM à aller vérifier ça. Ça, c'est de la compétence de Montréal. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez vous placer comme un leader de la démocratie pour exiger un débat? Parce que vous avez levé l'état d'urgence sanitaire, mais il n'y a aucune conséquence dans la vie de chaque jour. Donc, ma question est vraiment importante. La santé des Montréalais, ça vous concerne directement.
Et actuellement, il n'y a pas de débat, pas de discussion. Vous pouvez donc exiger, que Et ce soit au votre fédéral question? ou provincial, qu'il y ait un débat clair sur les questions. Parce que là, la vaccination et le passeport vaccinal, c'est de la discrimination. J'ai l'impression que vous êtes plus dans un commentaire qu'une question, mais je respecte votre opinion et je vous interpelle vraiment. Je pense que vous devriez parler aux personnes concernées concernant le fédéral, pourquoi pas, si vous voulez leur proposer d'instituer un débat sur la question, ou encore au provincial, au niveau de la santé publique et du gouvernement du Québec. Merci. Montréalais, moi, je suis Montréalais et je vous demande de l'exiger aux candidats fédéraux, madame. Vous savez, monsieur, je suis Montréalais désolée, depuis 9 ans. Je m'excuse, monsieur, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les journalistes ont une question et une sous-question. Vous ne m'avez pas mentionné votre nom de votre média, puis je vous laisse poser la question, mais là, c'est le temps de la passer à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Bien, c'est évident que c'est un contexte qui est différent. Les partis fédéraux sont en élection. Habituellement, je fais des demandes plus d'ordre budgétaire lorsque le gouvernement fédéral prépare vraiment là, son budget. Alors que là, on est vraiment dans une optique de partis qui veulent pouvoir faire des gains, qui se disent à l'écoute de la population. Donc, pour moi, c'est une occasion importante à saisir pour mettre de l'avant des préoccupations qui, comme on le voit, il y en a qui sont plus, qui sont plus de l'ordre des choses. Je pense entre autres au transport. Hein. C'est un sujet qui est récurrent parce que quand on parle de transition écologique. Mais cette année, moi, je vois vraiment un intérêt de la part des partis au niveau de l'habitation. Tant mieux parce que c'est un sujet qui a été trop longtemps délaissé à tous les paliers pendant des années, puis on est dans une crise du logement dans les grandes villes, mais même à l'extérieur des grandes villes. Donc ça, c'est important. Puis la question de la sécurité publique, parce que oui, à Montréal, il y a une augmentation des crimes qui impliquent des armes, mais c'est aussi le cas dans toutes les grandes villes, puis même, on l'a vu là, à Contrecœur, à Longueuil, à Laval, donc ça dépasse les frontières, et là, ça devient vraiment un enjeu national. Mais justement, c'est pas la première fois que vous demandez que les villes demandent un meilleur contrôle des armes à feu. Qu'est-ce qui pourrait changer selon vous cette année? Bien, en fait, depuis la dernière élection, ce qui a été mis en place, le gouvernement sortant a mis un projet de loi 21 qui finalement n'aura pas été adopté, qui est mort au feuilleton. Et déjà, pour nous, ce projet de loi-là n'était pas à la hauteur des besoins, et on le voit bien, parce que oui, il y a les armes d'assaut, mais il y a les armes de poing. Et présentement, ce qui circule dans nos rues, là, ce sont des armes de poing. Alors, c'est là-dessus aussi qu'il faut pouvoir tabler. Et je pense qu'il n'y a aucun parti fédéral en ce moment qui peut ignorer la situation. Et il n'y a personne non plus qui peut ignorer qu'il y a un problème aux frontières. Il y a des armes qui rentrent. Et, par exemple, de dire, on va donner des moyens aux villes pour gérer les armes, ça serait inacceptable. Je ne vous cacherai pas que si on me donne cette réponse-là, c'est sûr que je vais dire que c'est une mauvaise réponse parce que les armes ne restent pas sur un territoire, elles circulent. Puis quand j'ai le SPVM qui travaille d'arrache-pied pour trouver des armes, mais qu'il y en a qui rentrent d'ailleurs, à un moment donné, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, là. Justement, sur ce dossier-là, qu'est-ce que vous pensez de l'absence de la GRC dans cette escouade de lutte contre les crimes par arme à feu qui réunit pour l'instant seulement SPVM et SQ? Est-ce que c'est une demande précise que vous faites dans votre parti au fédéral? Oui, absolument. Il faut savoir qu'il y a des pourparlers en ce moment. Lorsque j'ai fait l'annonce avec la ministre Guilbeault, donc SQ, SPVM, vice-première ministre et mairesse de Montréal, il y avait ces discussions qui ont lieu avec la GRC, d'élargir, parce qu'encore une fois, les armes circulent et on en est bien conscient. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une volonté ferme. Là, présentement, c'est le gouvernement du Québec, c'est la mairesse de Montréal, c'est moi-même qui faisons appel au gouvernement fédéral, à la GRC. J'aimerais ça que ça vienne d'eux, que ce soit proactif et qu'on dise oui, on va être partie prenante. Ils sont pas, je vais quand même faire attention en disant, c'est pas comme s'ils étaient à nulle part. Il existe déjà des escouades sur lesquelles les autorités et la GRC contribuent. Là. Ça existe déjà. Il faut venir renforcer cette volonté-là. Un commentaire sur ce qui s'est passé à l'interruption de votre point de presse, parce que c'était déjà arrivé au ministre de la Santé, Christian Dubé, interrompu par un militant qui est sceptique face aux mesures sanitaires, face à la pandémie. Qu'est-ce que vous pensez à la fois de la sécurité qui vous entoure et de cette interruption?
Bien, écoutez, on est dans une démocratie et les gens ont le droit de s'exprimer. Donc, loin de moi l'idée de dire cette personne-là n'a pas le droit d'avoir son opinion. Je ne la partage pas. Évidemment, considérant tout ce qui a été le nombre de personnes qui sont décédées au cours des 18 derniers mois, ici à Montréal, mais également au Québec et au pays, je veux dire, pour moi, moi, je me base sur des faits. Moi, je me base sur la science. Et quand je vois des personnes qui meurent d'un virus dont ils pourraient survivre. Pour moi, il faut trouver des solutions. La vaccination est la solution, mais voilà, on ne peut pas question de brimer l'opinion des gens. Je pense que c'est une démocratie, c'est important. Oui. D'autres questions en français? On passerait... Est-ce que je peux poser une question sur le REM? Parce qu'on oui, bien sûr. On a vu Maude Cohen ouvrir la porte au fait que le comité aviseur puisse dire finalement l'aérien ne nous convient pas, puis on ne fera pas de recommandation, puis il n'y aura pas de signature parce que ça ne convient pas. Est-ce que vous sentez que le vent tourne en faveur de l'acceptabilité de ce projet-là? Quelle est votre perception? Oui, mais merci pour la question. Vous savez, le REM de l'Est, c'est un projet auquel je tiens énormément pour les raisons qu'on connaît, désenclaver les quartiers, offrir du transport collectif. Donc, toutes les raisons sont bonnes. Mais j'ai toujours dit que ce projet-là, il fallait le faire, il fallait bien le faire. Et c'est pour ça que j'ai d'emblée fait mis sur papier les conditions gagnantes que j'ai même proposées en conseil municipal qui disaient qu'on devait consulter la population pour l'acceptabilité sociale puis mettre en place un comité d'experts indépendants pour orienter et donner des conseils ou du moins de pouvoir orienter le projet. Alors, pour moi, c'est important que ce comité-là puisse se prononcer, soit libre de parole. Et effectivement, le rôle du comité, entre autres, il faut savoir que la CDPQ ne leur a présenté que le scénario en aérien. Alors, ça serait difficile pour eux de dire est-ce que l'autre modèle est mieux ou pas. Mais définitivement, ils peuvent se prononcer sur l'aérien. Et je pense que ce qu'on entend un peu partout, que ce soit de Vancouver ou d'ailleurs, et les préoccupations qui ont été soulevées autant par des experts que par la population démontrent qu'il faut vraiment avoir le meilleur projet possible. Il existe des solutions. On a déjà mis, par exemple, le tronçon vers Montréal-Nord en souterrain. Et j'ai entendu une ouverture de la part de la ministre Rouleau également. Alors, faut vraiment, ce projet-là est fabuleux. Mais il faut que ce soit un bon projet à court, moyen et à long terme. Si c'est pas REM ou l'annonce... Non, juste sur le redéveloppement de l'Est, vous avez parlé de... Oui, bien sûr. Justement, avec le REM de l'Est, dans les cités, d'avoir des infrastructures publiques qui vont dominer les terrains, tout ça. Est-ce que... En fait, c'est quoi les mesures que vous demandez en termes d'infrastructures publiques exactement? Oui, absolument. Il faut savoir que pour le redéveloppement de l'Est, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, on est déjà assis ensemble. Et il y a des sommes qui ont été mises de l'avant à 200 millions pour faire la décontamination. Et ça, c'est très, très important. On a même signé une déclaration pour la revitalisation de l'Est, Mme Rouleau et moi-même. Et ce que l'on souhaite, c'est que le fédéral soit partie prenante également en ajoutant des sommes pour la décontamination. Il faut savoir que décontaminer des sites, là, surtout de grands sites qui sont extrêmement pollués, ça peut prendre facilement de 5 à 10 ans, ou même 15 dans certains cas. Alors, d'avoir les sommes maintenant pour pouvoir commencer à organiser, c'est vraiment, vraiment important. On veut que le fédéral embarque dans l'aventure de la revitalisation de l'Est. On sait que toutes les parties vont nous dire que l'Est est important, mais là, ils peuvent me donner une preuve tangible que ça l'est. Ça passe par la décontamination. On passera en anglais. Je vais prendre de l'eau. Oui, bien sûr. Rowan Kennedy, I'm with CBC Montreal. Yes, hi. Yes, Mais je suis capable d'écouter en buvant en même temps. Fait que, écoute, vas-y. We've talked about a lot today, and I kind of have to pick and choose what I want to talk about. So I was wondering, could you help me understand a little bit? In terms of public transit, what are we talking about when you're asking the federal government for help? Obviously, you asked in 2019 it was La Ligne Rose at the time, and this time it's Le REM. But help me understand, what are you asking for funding for in terms of public transit? This is Well, as you know, the money comes from the federal, then goes to the provincial goes to the city, pretty much, or to projects. So I guess I want to make sure that all the parties believe in public transit, that they see it as a way to properly fight climate change. And for that, there has to be major investment.
There's been investment in the past, but we need to continue on investing in public transit. That being said, in the very short term, what I'm asking all the parties is to support all the STM, as an example, the STM, to support financially all the loss we've had because of COVID. There's been a big decrease of ridership, and that costs a lot of money. And right now it's pretty much only on the shoulders of cities. The government helped us, and the federal did help us during the second wave, but we're going to need more help. That is concrete, and that is right now. And then how can we support a longer-term strategy for new projects for public transit? Just a small sub-question there. In the east of Montreal, you're looking at ridings that are very tight between the Bloc Québécois, or at least in 2019, they were very tight between the Liberals and the Bloc Québécois. And so I'm wondering, do you think that kind of fight for those ridings will play a role in that investment in the next federal government? I mean, I will let the parties make their own strategies, but I think that it is a great opportunity for us, the population of Montreal, but especially in the east, to see who gets a better approach to what they need. And the needs are huge. We're talking in the east, it's transit, it's housing, it's to decontaminate, it's to bring green spaces, because there's a lack of green spaces. There's a lot of things in the east. So it's up to the parties to be sensible, sensitive, and to find the right solutions. Okay, and finally, you put a big stress on gun violence today, on public security. And I want to help you understand a little bit why such a big stress for the federal government to support the city in its fight against gun violence. No, but it is important because the City of Montreal and the SPVM were spending money on resources, like creating a squad like the ELTA fighting the traffic of guns, right? We're putting a lot of energy for police officers to, find out about those networks, take the guns, whatever they're handguns or assault weapons. But the thing is, even though they're doing that, as long as it is easy to buy or to find any types of weapon south of the border or elsewhere, I mean, it's a never-ending fight. So though the City of Montreal, the SPVM, we're playing our role, and we want to be very proactive in this fight against gun violence, there has to be a way to support us, which is not only to say, oh, we'll let you manage. That doesn't work, because weapons, they don't follow territories. They just go from one place to another. This is why there's gun violence, yes, in Montreal, but also in Contrecoeur, in Laval, in Longueuil. That's the reality. So I need the federal parties to understand and to find and to do the right thing, which is really about eventually come up with a bylaw. But right now, I want to have a concrete plan on how they want to protect Canadians, Quebecers, and Montrealers. But perhaps just let's move on to some. Let's move on to see if we have other English questions, and we might come back to you, Mary. So, in terms of this gun violence, there was this incident at the MUHC that happened. I wondered if you had which one? The MUHC at the hospital, the shooting incident. Yes. So maybe you could talk about how. I don't have much detail about this one, to be honest, so it would be hard for me to talk about it. And as always, the SPVM is doing all the inquiries and to find out like what happened and how, what are is it going to lead us to something else? So it is hard to talk about this very isolated incident, but for sure it's a symptom of, there's more gun violence. Like I said, it's important to keep in mind that it's not only happening in Montreal, it's outside of Montreal as well. It's outside of Quebec. It's happening in other big cities, which is one of the reasons why my request is also a request that, for example, John Tory, the mayor of Toronto, we've talked about it so many times. They're dealing with an increase of gun violence, and it's the same thing for them, and in other cities in Canada as well. So it's hard, each case is, they make a big puzzle, but ultimately there's things the City of Montreal can do, SPVM can do, we're doing it, but the federal needs to do his part as well. Okay, not directly about the Sure. budget, but we're Non, mais deuxième, c'est bon. Allez-y. Yeah.
Just Nine- too many following issues, just on today's topic, please. 9 days of heat. They've been Yes. talking about 40, 30, 20, right? Like in the Humidex 40 temperatures. Yes. Anyway. I just wondered, what are your concerns about, we saw a few years ago, so, many people died. Are we keeping track of that this time? And then an associated question would be, Quebec City has just said that they are going to limit water consumption. Is that a concern in Montreal? With heat, we haven't had rain for a long time. Very dry conditions. Are you going to place restrictions? Determining the way to determine if there's a heat wave, an official one, I would say, it comes from the Public Health of Montreal. They have criterias. That being said, not that we don't follow those, but for us, it's the third heat wave we have in Montreal this summer. So even though we're being proactive, everything is available in terms of we're opening right now spaces for the homeless population and the most vulnerable, so they can have a bit of a cool place to go. Same thing with pools and water pads as well, splash pads. And as for water, there is no restriction about water. But of course, if it would be necessary, we would let the population know. And since you're asking, I'm definitely asking people it's maybe not the right time to water your backyard. But right now, there's no memo or any worries about the water capacity. Thank you. Thank you. Other question on today's topic? Oui, juste pour rebondir sur, vous parliez de John Tory à l'instant, Oui. Juste parce que la ville de Toronto vient d'ordonner la vaccination obligatoire des agents du service de police de Toronto. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à Montréal? Écoutez, comme toujours, quand il est question de la COVID, la Ville de Montréal établit toujours un plan ABCD. Donc, on a toujours plusieurs scénarios sur la table, et on est en train d'évaluer le nombre d'employés, par exemple, qui travaillent directement avec la population. Donc, oui, policiers, pompiers, et qu'est-ce que ça impliquerait? On est en train de regarder également avec les conventions collectives. Donc, on suit de très, très près la situation à Québec. Comment ça va se dérouler de leur côté? On travaille avec la santé publique, mais c'est un scénario qui serait possible. Pour l'instant, on n'est pas là. On attend plutôt, mais tout sera prêt. Merci. Je vous remercie beaucoup. Puis on Oui, parle merci. d'endroits pour se rafraîchir. Je suis content que vous